J'aimerais remercier les agences de financement de Cochrane Canada, sans lesquelles ces webinaires ainsi que les activités de formation, les revues systématiques et le renforcement des capacités ne verraient pas le jour. Merci aux IRSC pour leur support. J'aimerais aussi remercier PAHO, qui donne si gentiment accès aux logiciels utilisés pour les webinaires, et un remerciement spécial à Louis-Gabriel Cuervo, qui produit les vidéos de nos webinaires. Sans plus attendre, j'aimerais présenter le webinaire d'aujourd'hui, qui sera présenté par le Dr François Rousseau. Alors, Dr François Rousseau est professeur titulaire à l'Université Laval et chef du département de biologie médicale au CHU de Québec. Il est titulaire d'une chaire de recherche FRSQ, MSSS, CHUQ, en évaluation des technologies et des pratiques de pointe en médecine de laboratoire. Il fait partie du comité d'experts scientifiques INES sur des tests de laboratoire et il est membre du comité consultatif du Centre canadien Cochrane. François, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mazuka. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Cochrane 101, qui est une présentation webinaire qui va vous donner une idée générale de la collaboration Cochrane et des revues systématiques. Alors, Alors, qu'est-ce que Cochrane? C'est quoi la collaboration? Qu'est-ce qu'une revue systématique? Aujourd'hui, le but de ce webinaire est de vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que cette collaboration, ce réseau international qui aide des professionnels de la santé, des décideurs, les patients, la population à prendre des décisions sur leur santé et sur les services de santé qu'ils vont recevoir. Vous allez voir qu'il y a à peu près 30 000 contributeurs répartis dans 100 pays qui travaillent à alimenter la bibliothèque Cochrane de revues systématiques pour permettre à tous ces gens, toute la population, tous les usagers des services de santé de par le monde d'avoir des données probantes à leur disposition et étudiées de façon très rigoureuse. Alors, c'est Archie Cochrane, qui est un épidémiologiste britannique en 1979, qui a suggéré qu'il serait très intéressant pour la profession médicale si tous les résultats des essais cliniques randomisés étaient regroupés ensemble et résumés, afin d'avoir une meilleure image globale des résultats de la recherche et informer la prise de décision. C'était une si bonne idée que lorsque la collaboration Cochrane a été formée en 1993, elle a été nommée en son honneur. Le logo de la collaboration illustre à la fois les objectifs globaux et les processus scientifiques clés des travaux de la collaboration. Alors, très brièvement, le cercle en forme de C du côté gauche est pour l'initiale de Cochrane et son image miroir du côté droit représente la collaboration internationale qui permet à ces travaux-là d'être pertinents de façon globale sur la planète. À l'intérieur du logo, on retrouve des résultats typiques d'une revue systématique de 7 essais cliniques randomisés qui sont représentés par des lignes horizontales. Plus une ligne est large, plus grande est l'incertitude autour des résultats de chaque étude. Plus elle est courte, plus les résultats sont précis ou l'intervalle de confiance est plus petit. Vous avez au bas de ce graphique un diamant bleu qui en fait représente les résultats de l'analyse globale de ces 7 études-là, avec un intervalle de confiance qui est représenté par la largeur de ce diamant. La ligne verticale au centre représente une conclusion neutre des interventions. Et lorsque le diamant est à gauche, on a une diminution du risque relatif de ce qu'on mesure. Et si le diamant est à droite, on a une augmentation de ce risque ou de ses effets. Lorsque la ligne et le diamant ne se touchent pas, ça veut dire que l'intervention est effectivement efficace. Alors, ça, c'est le type de graphique qu'on appelle des
graphiques en forêt, parce que ça ressemble parfois à des arbres. Alors, la collaboration Cochrane est donc une entreprise qui, d'après certains auteurs, rivalise en termes d'ambition le projet de génome humain, étant donné ses implications pour la médecine moderne. Et c'est une citation qui date de 1995, mais qui est encore vraie de nos jours. Comme je vous l'ai mentionné, il y a près de 30 000 collaborateurs dans 100 pays qui alimentent les revues Cochrane. Qu'est-ce que fait la collaboration? Alors, la collaboration est une entreprise internationale sans but lucratif, et les objectifs sont d'aider les gens à prendre des décisions informées par rapport à leur santé. Ceci peut être fait en écrivant, réalisant et disséminant des revues systématiques où toutes les données probantes sont regroupées et intégrées de façon à présenter un portrait global, comme je vous l'ai mentionné. Le deuxième aspect aussi qui est intéressant de mentionner ici, c'est qu'à l'intérieur de la collaboration, il y a des principes et des méthodes qui sont développés pour améliorer de plus en plus la façon d'analyser et d'intégrer les données de tout type de travaux de recherche, ce qui permet d'élargir la base scientifique qui sous-tend les revues systématiques. Alors, qu'est-ce qu'une revue systématique? En fait, c'est la méthode élaborée par Cochrane et qui est utilisée pour les revues systématiques, en fait, repose sur le fait qu'on doit, dans un premier temps, énoncer clairement la question de recherche, à quelle population elle s'adresse, quelle est l'intervention, etc. Et ensuite, on utilise des méthodes systématiques et explicites et standardisées pour identifier, sélectionner et faire l'évaluation critique des études pertinentes qui sont recueillies à travers différentes bases de données comme PubMed et d'autres. Et ceci permet de produire cette synthèse de données. Alors, on a ici un petit sondage à vous faire remplir. Alors, je vais redonner la parole à Matsuta. Oui, alors nous avons une première question pour vous. On aimerait savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes des scientifiques ou des chercheurs? Ce serait la première option de réponse. Des praticiens, des décideurs, des consommateurs, des membres du public ou autres. Alors, vous pouvez vous rendre dans les émoticônes qu'on a mentionnés tout à l'heure et simplement cliquer sur le visage souriant. Excusez-moi, allez sur la lettre A et cliquez sur la réponse qui correspond à ce qui définit qui vous êtes. A, B, C, D ou E. Alors je vois que quelques réponses sont en train de rentrer. On va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse répondre. Alors encore une fois, l'icône sur votre gauche avec un petit A, vous choisissez A, B, C, D ou E. Alors je vois que environ 40% dans la plupart d'entre vous êtes des scientifiques ou des chercheurs. Et nous avons quelques autres, des consommateurs et des membres du public. Et on a aussi des praticiens et des praticiens qui sont représentés aussi. Alors merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je reprends la parole. Donc, on vous posait la question sur qui étiez-vous, mais en fait, qui est la collaboration ou qui en fait partie? En fait, ce sont tous ces types de personnes, autant des scientifiques chercheurs, des praticiens, des décideurs, des consommateurs, des administrateurs, des coordinateurs de services de santé, des spécialistes de l'information, des étudiants et bien plus. Alors, il y a au sein de la collaboration des représentants de tous ces types d'individus et d'expertise. Alors, comme je vous l'ai mentionné déjà, il y a près de 30 000 personnes maintenant réparties dans 100 pays qui sont presque tous des bénévoles et qui peuvent être à la fois des auteurs, des éditeurs, des pairs évaluateurs, etc. Et vous voyez d'après la photo qu'on commence à les recruter très jeunes.
Alors, en termes de financement, les activités sont en général financées par des subventions gouvernementales dans des pays où se retrouvent des groupes Cochrane. La collaboration a une politique très stricte par rapport à l'absence de financement corporatif par l'industrie pharmaceutique ou d'autres types d'industries qui pourraient, sur lesquelles portent les travaux, en fait, qui sont synthétisés par la collaboration afin de préserver l'intégrité scientifique des conclusions des revues systématiques. Il y a aussi des fonds qui sont générés par des abonnements à la librairie Cochrane par certains pays globalement, parfois par des bibliothèques, et dans les pays à faible revenu, les revues systématiques sont disponibles gratuitement. La collaboration est une structure très décentralisée, tout en étant affiliée à l'OMS. Alors, il y a un secrétariat et une unité éditoriale qui est basée au Royaume-Uni. 53 groupes de revues qui sont répartis un peu partout dans le monde, on peut le voir tout à l'heure. Et ces groupes-là sont supportés par des groupes aussi méthodologiques, transversaux, des domaines, des centres et des réseaux de consommateurs. Alors, c'est une autre façon de représenter un peu comment fonctionne la collaboration. Sur cette diapo, vous voyez le groupe directeur en haut à gauche, qui est composé de représentants de tous les noyaux ou types de regroupements qui sont au sein de la collaboration. Et certains de ces regroupements-là qui sont en support à d'autres. Et il y a des regroupements comme les domaines et les réseaux de consommateurs qui participent à l'identification de sujets pertinents pour des revues systématiques qui s'assurent que tous les domaines sont étudiés par des travaux de la collaboration. Un petit peu plus en détail, que sont les 53 groupes de revues? Alors, ce sont des groupes d'experts internationaux qui ont un intérêt commun pour un problème de santé, par exemple, sur les maladies du dos, sur la santé publique, sur l'hypertension. Donc, on ne va pas tous les nommer ici. Ces groupes-là supportent le processus de réalisation et de publication des revues. Ils fournissent aussi un support méthodologique et éditorial aux auteurs. Et il y en a 6 au Canada. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que les auteurs qui désirent publier une revue systématique entrent en contact avec le groupe pertinent pour démarrer ce processus. Les groupes méthodologiques, eux, développent donc, comme je l'ai mentionné, les méthodes des revues Cochrane qui sont toujours en évolution pour s'améliorer, pour permettre d'étudier des types d'analyse et de vie de recherche de plus en plus sophistiqués. Et on retrouve parmi ces groupes-là des méthodes, un groupe sur les méthodes statistiques ou les méthodes de recherche de littérature. Alors, vous avez un exemple ici du groupe méthodologique sur les biais et les études non randomisées. Les domaines ciblent des dimensions plus vastes des soins de santé et souvent sont des domaines plus transversaux, comme les types de soins, les types de consommateurs, les types d'interventions. Et le rôle des différents domaines est de s'assurer que leurs priorités se retrouvent à l'intérieur des travaux des groupes qui effectuent des revues. Les centres, eux, supportent la collaboration Cochrane dans les régions spécifiques ou ciblées. Ils assurent la promotion et le soutien de la collaboration et de la bibliothèque Cochrane. Ils supportent les membres Cochrane via la formation, la traduction et d'autres activités, un peu comme le Centre Cochrane canadien qui est derrière le présent webinaire. Et bien sûr, ils établissent aussi des partenariats. Les réseaux de consommateurs supportent les consommateurs à l'intérieur de la collaboration, mais contribuent aussi à la dissémination de l'information aux patients et aux familles. Donc tout ça tourne, la collaboration Cochrane se centre ou agit en fonction de 10 grands principes qui sont tous indiqués sur cette diapo. Donc le premier, et même dans le nom, et la collaboration par la bonne communication interne et externe vers les décideurs et aussi à travers du travail en équipe.
Construire grâce à l'enthousiasme des individus en impliquant et supportant les gens ayant différents types d'expertise et provenant de différents milieux. Éviter la duplication en faisant une bonne gestion, une coordination des efforts pour en maximiser l'impact et l'utilisation appropriée. Minimiser les billets par différentes approches telles la rigueur scientifique, la participation large aux revues systématiques, l'évitement des conflits d'intérêts. La mise à jour constante des revues est aussi une caractéristique des revues Cochrane. Donc, une fois qu'une revue est produite, les auteurs s'engagent à maintenir cette revue-là à jour en y ajoutant sur une base régulière les nouveaux travaux qui sont publiés. La promotion de l'accessibilité, c'est-à-dire de la pertinence avant l'accessibilité, c'est évidemment en s'assurant que les revues systématiques étudient des issues de santé qui sont pertinentes pour la population et pour les gens qui ont à faire des choix de santé. La promotion de l'accessibilité se fait par rapport à la dissémination des productions de la collaboration, en prenant avantage d'alliances stratégiques, en faisant la promotion de prix abordables pour certains types de produits comme les revues qui peuvent être achetés individuellement, leur contenu, et aussi pour s'assurer de la diffusion et de répondre aux besoins à l'échelle planétaire de données probantes dans le domaine de la santé. Et finalement, s'assurer de la qualité des revues. C'est un autre élément très important. Alors, tel que promis, vous avez ici une répartition des différents centres et branches, et non les groupes de la collaboration, mais vous voyez qu'il y a des centres dans plusieurs pays, dans tous les continents, et tous ces centres-là contribuent à la promotion et la gestion des revues systématiques qui sont produites par la collaboration. J'en profite ici pour vous rappeler que le 21e colloque de la collaboration, qui se réunit à tous les ans, aura lieu ici à Québec à l'automne, donc du 19 au 23 septembre prochain. Alors, on vous attend tous à venir faire la fête parce que ce sera on va ici célébrer les 20 ans de la collaboration et les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez bien sûr aller faire ça sur le web. Ce qui nous amène à un autre petit sondage pour s'assurer que vous êtes toujours en ligne et réveillés. Donc, je recède la parole à Matsuka. On dirait que je ne sais pas si Matsuka a perdu la ligne. Alors, je vous invite à faire comme tout à l'heure, aller dans le case des participants, à droite des émoticônes complètement, là où il y a la lettre A, et choisir la réponse à la question suivante. Si vous aviez déjà consulté la bibliothèque Cochrane, oui pour souvent, A pour souvent, B pour rarement, non, j'en ai entendu parler pour C, et c'est pour D, et vous en avez déjà entendu parler, mais jamais utilisé. Alors, on voit qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont déjà consulté la bibliothèque. Donc, on est à 55% de gens qui l'utilisent sur une base régulière et le deuxième groupe le plus fréquent, rarement. Et il y en a quelques-uns après aujourd'hui qui vont peut-être commencer à l'utiliser un petit peu plus. Alors, je vous remercie de cette participation. Et on passe à la prochaine diapo. Alors, un petit peu plus de détails sur comment on navigue à travers la bibliothèque Cochrane. Alors, on voit ici l'écran d'accueil de cette bibliothèque et il y a un système de recherche. On peut rechercher aussi par sujet. Il y a des collections spéciales qui sont produites aussi sur certaines thématiques. Il y a aussi des éditoriaux qui se retrouvent et il y a des fonctions sur la droite qui vous permettent d'accéder de différentes façons et de faire les recherches qui vous intéressent.
Alors, qu'est-ce qu'on met dans une revue systématique? En fait, il n'y a pas que les revues Cochrane qui utilisent ces principes-là. Hein. Toutes les revues systématiques utilisent ces éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, questions clairement énoncées, des méthodes systématiques explicites pour identifier, sélectionner et faire des évaluations critiques des études pertinentes. Alors, ce qui nous amène à vous sonder d'une autre façon. On vous invite à utiliser la zone de chat pour répondre à ces questions ou écrire ce qui vous vient à l'esprit. Donc, avec ce que vous en connaissez, quel est le but, quels sont les buts des revues systématiques, à quoi elles vous ont déjà servi et comment, d'après vous, une revue pourrait vous aider. Alors, on va vous laisser quelques minutes pour écrire des commentaires. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire. Alors, les revues systématiques sont complets, en effet. Stéphanie nous mentionne que l'état des vues de la littérature pour une question clinique précise peut aider les cliniciens dans leur prise en charge. C'est tout à fait vrai. Aline mentionne que ça permet de faire une synthèse de la littérature sur un sujet qui est très intéressant dans le contexte où les utilisateurs n'ont souvent pas le temps d'aller faire toute la revue de littérature et la méta-analyse pour fusionner les données. Alors, c'est certainement très pertinent. Chantal nous mentionne aussi le fait que les revues systématiques à jour nous permettent de s'assurer que les dernières données probantes sur le sujet sont incluses. C'est aussi un élément important. Albert nous mentionne qu'on peut y répondre à une question précise sur un problème de santé lorsqu'un essai de haut niveau n'est pas disponible, ce qui est tout à fait vrai. J'ajouterais aussi que lorsqu'on dispose de plusieurs essais cliniques de haute qualité, la revue systématique nous permet d'avoir un estimé encore plus précis de l'effet de cette intervention. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. On voit qu'il y a des gens qui connaissent déjà les revues systématiques et la librairie Cochrane. Donc, ça permet, pour ceux qui la connaissent moins, de voir un peu comment les gens s'en servent. Et en fait, on a une diapo qui sans vous donner les uniques réponses, mais mentionne des aspects qui ont déjà été mentionnés, puis quelques autres. Alors, une voie d'accès efficace aux données de la recherche. On économise du temps pour trouver les données probantes et en faire la synthèse. Il y a une évaluation critique indépendante de l'industrie. L'interprétation des résultats aussi permet, grâce aux méthodes développées au sein de la collaboration, de s'assurer de la rigueur des conclusions finales des revues systématiques. On explore les différences entre les études, incluant les biais possibles. Et c'est, comme a été mentionné, une base fiable pour la prise de décision, sélection non biaisée de toute l'information pertinente par des approches systématiques de recensement des écrits, et aussi, bien sûr, l'utilité pour les soins de santé, les politiques de santé et la recherche future. Alors, il y a plusieurs points forts d'une revue systématique. Les objectifs sont en général toujours très clairement définis, ça fait partie de la méthodologie. Les critères d'éligibilité aussi doivent être prédéfinis. La méthodologie est explicite et reproductible et tout doit être inclus dans la rédaction de la revue systématique et on doit être en mesure de reproduire les travaux et d'obtenir les mêmes résultats. La recherche des écrits est effectuée de façon systématique. Les études incluses sont ensuite évaluées par rapport à leur validité et leur qualité. Et enfin, la synthèse systématique et la présentation des résultats est fait dans un format qui est standardisé, qui permet facilement de comprendre et d'en saisir les principales conclusions. Il faut mentionner aussi que ces points forts-là sont valables pour les revues Cochrane, mais aussi pour toutes les revues systématiques de haute qualité. Comment est-ce qu'on peut réaliser une revue systématique Cochrane? Bien sûr, on doit suivre des méthodes rigoureuses et pour ceux qui ne le savent pas, il existe
manuel électronique Cochrane qui est disponible gratuitement sur le site qui est indiqué, qui est en anglais, qui vous donne qui est un guide essentiel de tout le processus. Ensuite, il y a un programme de gestion de revues qui est fourni par la collaboration aussi, qui vous permet de gérer les données des articles que vous avez recensés, de leur évaluation, de leurs conclusions et de l'intégration de ces résultats-là dans des graphiques de forêt, comme je vous ai mentionné, comme je vous ai montré lorsqu'on a parlé du logo. Alors, ces outils-là sont disponibles et vous permettent de réaliser des revues systématiques. Bien sûr, ces revues-là se font grâce au support de plusieurs groupes, des traducteurs, des comités de réviseurs, des experts de contenu, des méthodologistes, des consommateurs et des comités aviseurs de revues. Et le contact, comme je l'ai mentionné, se fait toujours par le groupe dont la thématique colle avec le sujet qui vous intéresse au niveau d'une revue systématique. Alors, vous êtes bien sûr tous invités à vous joindre à la collaboration. Si vous avez des intérêts pour en apprendre plus, il y a des activités de formation et d'éducation qui sont réalisées par la formation, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, il y a des séminaires web. Celui-ci est le premier d'une série de webinaires qui vont aller plus en détail sur la façon de réaliser des revues systématiques. Il existe aussi des formations standards pour les auteurs de revues qui durent 3 jours. Et il y en a qui sont organisées sur une base régulière et vous pouvez contacter la collaboration Cochrane à Ottawa pour avoir plus de détails sur les prochaines qui sont prévues. Il existe toujours le symposium annuel canadien aussi, qui cette fois est jumelé, si je ne m'abuse, au colloque international et qui a lieu à Québec et dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez ici en bas aussi un site web qui vous mentionne les événements de formation et d'éducation qui sont au calendrier. D'autres liens utiles, bien sûr, la librairie ou la bibliothèque elle-même, le guide Cochrane dont on a parlé tout à l'heure, le Centre canadien Cochrane qui est basé à Ottawa, et la collaboration Cochrane elle-même. Vous avez tous ces sites sur la diapo, mais les diapositives seront rendues disponibles à la fin de cette présentation. Ce qui nous amène à l'avant-dernière diapo de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que je ne suis pas allé trop rapidement à travers ce survol, qui était vraiment un survol. Vous devriez, à la fin de ce webinaire, être en mesure de bien comprendre les grands objectifs de la revue Cochrane et son fonctionnement. Dans les prochaines étapes, les futurs webinaires, vous allez apprendre qu'est-ce qui distingue une revue Cochrane d'une autre revue systématique, qui sont les rédacteurs et quels sont les contenus, comment est-ce que se déroule le processus pour produire une revue systématique Cochrane, et vous allez pouvoir vous familiariser avec les étapes de production d'une revue Cochrane. Alors, ceux qui désirent d'emblée s'orienter un peu plus là-dedans sont invités à suivre la série de webinaires qui va être présentée. Celui-ci d'aujourd'hui étant le premier de la série. Alors, s'il y a des gens qui ont d'autres questions finales à nous poser sur le contenu de ce webinaire, je vous invite à les écrire dans la fenêtre de discussion en ligne en bas à gauche de la fenêtre de ce webinaire. Sinon, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation et on vous invite à vous joindre à nous. François, there's a comment from Albert malheureusement. If you could take a look in the chat room for a comment from Albert. OK. Oui, alors il y a le commentaire d'Albert qui mentionne que les revues n'apportent pas toujours une réponse précise et encouragent à faire d'autres essais. Et c'est vrai qu'on peut être un peu frustré. Cependant, la méthodologie qui est appliquée exige un certain nombre de critères pour qu'on puisse conclure que oui, on est en mesure de déterminer qu'une intervention est efficace ou non. Le but de la revue systématique, c'est pas
nécessairement conclure si les données ne sont pas probantes et qu'on n'est pas en mesure de déterminer qu'une intervention est appropriée. Malheureusement, la revue systématique ne peut qu'en faire le constat. Par contre, au fil des années, les experts et les méthodologistes qui ont travaillé sur ces méthodes ont mis sur pied des façons les plus rigoureuses possibles pour intégrer les données. Et parfois, effectivement, comme dans l'exemple qui est dans le logo de la collaboration, le petit diamant est clairement éloigné de la ligne verticale et on est en mesure de conclure. Mais c'est vrai que parfois on est frustré parce qu'il n'y a pas assez de données probantes pour supporter une intervention. Et ça en appelle à ce moment-là aux chercheurs à mettre sur pied des protocoles de recherche pour générer ces données probantes. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? La différence aussi entre la méta-analyse et les revues systématiques, un autre commentaire d'Albert que je viens de voir apparaître. Alors, la revue systématique va en général, c'est un terme qui est assez large et qui peut ou non inclure une méta-analyse. Alors, dans une méta-analyse, on va, de façon mathématique, intégrer les résultats de plusieurs études pour recalculer le risque relatif ou la performance avec un nouvel intervalle de confiance d'une intervention en santé. Mais parfois, les revues systématiques n'ont pas la capacité de faire une analyse statistique qui intègre toutes les données et ils vont devoir se contenter de lister les conclusions des différentes études et de commenter s'il y a un consensus ou non par rapport à une intervention. Alors, la méta-analyse, c'est une analyse plus poussée qui intègre mathématiquement les données, pas en général les données individuelles de chaque étude, mais va intégrer les moyennes, les écart-types des différents groupes qui sont comparés, par exemple, dans une essai clinique randomisée, pour autant que les cohortes, les groupes de patients et de cas et de témoins sont comparables. Et la mathématique de la méta-analyse permet de les intégrer. Mais on va en général pas inclure les données individuelles de chaque participant des études. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble être... oh, il y en a un autre peut-être qui s'en vient. Please forgive me for not speaking French, but one quick comment to Albert is that there will be workshops on individual patient data, doing systematic reviews with individual patient data at the colloquium this year. So if that's a topic that interests you, please attend the colloquium. Et on nous demande aussi, we're also asked whether the training, the 3-day training is on-site or Thank you very much. The 3-day author training is delivered face-to-face, and there will be sessions coming up in Hamilton, in Toronto. There will be one en français in Laval. There will be sessions at the University of Western Ontario, and there will be sessions in British Columbia. So I will put my email in the chat room, and if you have any questions about that, please email me. Not all in English. There will be one en français at Laval in September. Donc, il y a les webinaires prévus présentement, il y en a 5, dont un en français qui sera ici dans la ville de Québec, à l'automne. Tant mieux si on a pu éclaircir vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chantal est en train d'écrire quelque chose. Merci. Merci à vous. Je vais juste reprendre la parole pour vous rappeler de remplir l'évaluation, si vous le pouvez, avant de nous quitter. Merci beaucoup pour toutes vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les envoyer par email. Je rappelle que la présentation a été enregistrée et sera disponible en ligne. Si vous souhaitez la recevoir par email, n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse électronique. Alors, on peut envoyer des applaudissements à notre présentateur d'aujourd'hui, François, en allant
au petit visage souriant en choisissant les applaudissements. Pour ceux qui sont encore ici.